Du coup, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un sujet avec beaucoup de potentiel, pour ne pas dire essentiel à l'agriculture de demain, qui est l'insertion de cultures en dérobé. Pour rappel, mettre une culture en dérobé, ça consiste à ajouter une culture en addition de la culture principale, et ça a plusieurs vertus. On a un triple objectif qui est de répondre aux exigences réglementaires de couverture des sols et de lutte contre l'érosion. 2, et Milpa, vous pourrez plus en parler, des réels bénéfices agronomiques, donc amélioration de la structure du sol, diminution des pressions des ravageurs, effets bénéfiques sur la biodiversité, etc. Et 3, ça permet d'ajouter une culture qui permet d'augmenter la rentabilité et la valorisation de la rotation au sens large de la rotation. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la cameline, qui est une culture encore trop méconnue, mais pourtant particulièrement adaptée pour être insérée en dérobé, car elle peut se placer à plusieurs moments du cycle. Avec un cycle de 90 à 100 jours, elle peut se semer en été au mois de juin pour une récolte en septembre, octobre, novembre, avant les semis des cultures suivantes, ou en hiver, auquel cas elle entre en dormance pendant la saison froide et on la récolte l'année d'après, avant les semis des cultures de printemps. Par ailleurs, elle a des perspectives économiques intéressantes grâce à la valorisation de ces graines pour la filière biocarburant d'aviation durable. Aujourd'hui, on va donc discuter de la cameline avec Milpa, Asolia et Regenerate, que je vais laisser se présenter. Puis nous organiserons l'échange en 3 temps. Un premier temps pour comprendre les enjeux et les bénéfices de la cameline. Un second temps pour discuter des solutions qu'on peut mettre en place pour surmonter les contraintes et les freins de son implantation. Et finalement, un dernier temps pour répondre aux questions et parler des perspectives. Tout à fait, merci Élise. Donc, c'est Olivier Lamotte, directeur du développement durable chez Milpa. Et chez Milpa, nous, on accompagne les agriculteurs dans leur transition vers l'agriculture bio-régénératrice. Et on a aujourd'hui 4000 hectares en gestion sur des grandes cultures. Et si je dois définir l'agriculture bio-régénératrice, c'est une agriculture qui est bio, sans phyto, sans engrais de synthèse, et régénératrice parce qu'elle va aller au-delà de la conservation du sol, elle va régénérer le sol par rapport à ce que nous on fait de mieux, c'est-à-dire des cultures en association. Donc au-delà de ne pas faire de labour et de semis direct, on va planter sur la même surface du blé, de la févrole, du pois, du lin. Et on va avoir une synergie, un bénéfice de ces 4 cultures sur la même surface. Et ça permet de réduire le salissement, ça permet d'avoir une fertilité qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Et on le dit souvent chez Milpa, je le disais ce matin, que la rotation, à notre sens, n'est qu'une succession de monocultures. Et nous, on veut juste imiter la nature. Et la nature, elle associe les plantes entre elles. Et c'est pour ça que voilà, on est spécialisé aujourd'hui dans ce type d'agriculture. Bonjour, donc moi je suis Rémi Dangla, cofondateur d'Asolia. Donc nous chez Asolia, en fait, on a développé un outil pour la gestion stratégique des assolements et des rotations. Donc ça correspond bien à ce que vous faites et on va venir exploiter au maximum du coup le bénéfice de ces rotations. Et l'idée, ça va être d'aider les agriculteurs ou leurs conseillers à trouver les meilleurs scénarios d'assolement et de rotation qui vont maximiser la marge tout en réduisant l'utilisation d'intrants. Donc vraiment, c'est la même logique. Et on est là pour venir digitaliser cette partie-là et pouvoir prendre des décisions éclairées avec des chiffres sur la partie économique et sur la partie agronomique. Et donc effectivement, ça s'inscrit vraiment dans cette idée de retravailler la manière dont on va travailler sur l'exploitation avec des nouvelles filières, des nouvelles cultures, plus de diversité et de plus en plus, que ce soit des enchaînements des cultures principales, des intercultures, où on en parlera aussi, très intéressant sur les associés, tout ce qu'on peut faire
là-dessus. Et donc aujourd'hui, on se destine aux agriculteurs ou à leurs conseillers pour les aider dans ces démarches stratégiques d'implantation de la bonne culture au bon endroit, au bon moment. Bonjour, moi c'est Alice Henry, cofondatrice de Regenerate. Et donc à Regenerate, nous développons la caméline en culture dérobée. Et quand je dis en culture dérobée, c'est seulement en culture dérobée ou en culture intercalaire pour des débouchés d'aviation durable. Nous sommes sur un double objectif. Le premier objectif est un revenu complémentaire pour l'agriculteur. Et le deuxième objectif est un objectif environnemental, car il s'agit d'une culture en dérobée ou un couvert végétal que l'on cherche à valoriser et donc de déplacer d'un coup vers un revenu complémentaire. Aujourd'hui, on travaille dans 4 pays d'Europe, à savoir les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, et le Portugal, et nous étendons notre action très largement en France cette année, où nous allons procéder au plus grand essai de caméline, donc à peu près 150 essais, pour pouvoir tester différentes façons de cultiver la caméline de manière régénérative et pouvoir voir leur effet sur les rendements et les effets environnementaux. Justement, Alice, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les débouchés économiques de la caméline ? Effectivement, donc je parlais des débouchés de carburant d'aviation durable. Donc on a une régulation européenne aujourd'hui qui est très favorable à la production de caméline en culture intermédiaire ou intercalaire, puisque à partir du 1er janvier 2025, 2% de carburant d'aviation durable doit être disponible à l'aéroport. Et aujourd'hui, on en est encore très loin. Donc il y a une forte demande pour ce type de matière première, qui va nous permettre de faire un carburant d'aviation durable qui aussi n'est pas en compétition avec l'alimentaire, puisqu'on se situe sur des périodes où traditionnellement, on va dire, pas grand-chose ne pousse à cette saison. Ce débouché qui aussi se développe, puisque en 2030, on sera sur du 6%. Donc c'est vraiment un marché qui se développe sur du 70% de carburant d'aviation durable en 2050. Donc on voit vraiment une croissance exponentielle, ce qui fait vraiment des possibilités où l'on peut développer une vraie filière avec des partenariats stables pour les agriculteurs, en rendant cette pratique plus commune et valorisée aussi. Et de ton côté, Olivier, tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi la caméline ? Alors pour plusieurs raisons, en fait, ce qui est intéressant pour la caméline, déjà, c'est sa positionnement donc dans l'assolement. Nous, après notre culture principale, on va mettre des couverts végétaux, donc des couverts végétaux estivaux pour chercher à avoir de la biomasse et derrière une augmentation de la matière organique. Sauf que cette biomasse, c'est un coût à l'heure actuelle qui se transforme à terme dans une augmentation du carbone, mais qui a une valorisation qui est assez aléatoire. La caméline, dans le cadre de ce que propose Regenerate, elle a déjà un prix, donc on a déjà, en plus des bénéfices agronomiques qu'elle apporte, on a un bénéfice économique qui est tout à fait intéressant pour l'exploitation. Donc c'est vraiment une culture qui a de l'avenir. Peut-être pas en faire tous les ans, parce qu'on va chercher des biomasses, comme on en parlait tout à l'heure, à 7-8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Le potentiel de la caméline en pur, il est peut-être plus faible, mais on va voir si, de manière associée, peut-être avec le sarrasin, comme on l'a évoqué, on pourrait avoir à la fois un niveau de matière sèche suffisant pour avoir un bénéfice agronomique, tout en pouvant la valoriser derrière pour ce biodiesel. Et je sais que la caméline, elle a aussi pas mal d'avantages agronomiques, avec des racines qui vont
assez profonde, elle a aussi un fort pouvoir couvrant qui permet de nettoyer un petit peu. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ces avantages vraiment agronomiques? Oui, ben, c'est vrai que dans les exploitations bio et biorégénératives, on va utiliser aucun désherbant évidemment, mais aussi réduire tous les herbages mécaniques. Ce pouvoir couvrant, il est important chez nous parce que chez Millepas, on cherche à avoir une permanence des couverts, donc des sols qui soient couverts toute l'année, et ça permet de réduire toutes les pressions adventices qu'on peut avoir. Et j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que la densité de biomasse aérienne et racinaire est assez importante pour la caméline. Je crois qu'on peut atteindre 2 tonnes de matière séchée à hectare, donc c'est pas négligeable dans le bilan humique qu'on cherche à vouloir être positif tous les ans. Complètement. Et à ce sujet, Rémi, comment Asolia peut aider à optimiser la rotation et trouver le bon moment pour mettre une culture intermédiaire comme la cameline? Oui, justement, et dans toutes les discussions qu'on a vues, je me dis que ça a un très fort intérêt d'aller utiliser Asolia. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part vraiment de l'organisation de l'exploitation. Donc, en données d'entrée, on vient prendre le parcellaire, les précédents culturaux, les types de sols. Et ensuite, on va venir exploiter des bases de données agroéconomiques, là où on va mettre tous les intérêts, que ce soit économiques ou agronomiques, de l'implantation de cultures principales et intermédiaires. Donc, typiquement, ces coefficients de biomasse aérienne et racinaire pour prendre en compte cet intérêt agronomique. Et ensuite, en fait, nos algorithmes d'optimisation sous contrainte vont aller chercher les meilleurs assolements et rotations possibles sur les 3 à 7 prochaines années qui vont venir maximiser la marge brute tout en prenant en compte tous ces effets. Donc justement, sur des intercultures, qu'est-ce qu'elles vont apporter en économique, en agronomique, et on va pouvoir comme ça comparer un scénario par rapport à un autre. On en discutait tout à l'heure, mais c'est cette idée de l'intérêt d'avoir une valorisation sur un couvert qui normalement coûte. On va le mettre en comparaison avec peut-être d'autres cultures et prouver que ça aux agriculteurs l'intérêt d'aller vers ces filières. Donc on est vraiment sur un outil qui va permettre de pousser ces nouvelles filières et de montrer leur pertinence. Donc aujourd'hui, on a des agronomes autour de la table qui ont toute cette compétence. Nous, l'idée, c'est de la mettre dans les mains de tout un chacun, d'un agriculteur qui va pouvoir calculer automatiquement cette partie-là, d'un conseiller d'une coopérative, d'une chambre d'agriculture, et que tous ces calculs soient automatisés. Et en une seconde, on rentre la caméline et on voit si ça a un intérêt pour notre exploitation. Si oui, où est-ce que je la rentre, sur quelle parcelle, comment s'intègre dans les rotations, et on verra automatiquement, comme on disait, si ça vaut le coup de le faire chaque année ou une année sur 2 ou sur 3. Et toi, de ton côté, Olivier, chez Millepas, quelles difficultés vous avez rencontrées quand vous avez essayé d'implanter de la cameline? Nous, c'était plutôt le fait de trouver comment on pouvait peut-être l'associer, ou de trouver comment on pouvait maximiser justement cette production de biomasse, parce que sur les couverts estivaux, il y a quand même de la concurrence. La caméline n'est pas toute seule. Donc il y a des grands sorgho qui font beaucoup de matière sèche. Donc c'est pour ça que sur des modèles de transition où on sort des fermes qui étaient en conventionnel pour les passer en biorégénératif, on ne peut pas se permettre d'avoir des petits couverts végétaux ou un jeté de moutarde. Il faut vraiment avoir un couvert qui soit très bien implanté, qui grandisse beaucoup, parce que nous, comme on n'utilise pas de compost derrière ou d'intrants, c'est vraiment ce couvert végétal d'interculture et les cultures associées qui vont créer cette fertilité-là. Donc c'était pas un défi technique ou agronomique, c'était plus la pertinence de l'avoir dans l'assolement ou pas. Mais ça, c'était avant de rencontrer Regenerate, donc peut-être que maintenant ça se discute.
Je comprends bien toutes ces difficultés et par ailleurs la caméline elle est aussi sensible, elle a besoin d'un petit peu d'eau pour bien lever, donc ça c'est vraiment des contraintes importantes. Et vous du coup Alice chez Regenerate, quelle solution vous proposez pour accompagner les agriculteurs sur la production et s'assurer que la filière soit pérenne? Alors, on propose un soutien agronomique où on va évaluer agriculteur par agriculteur quelle est la rotation et de trouver la place idéale. Donc, ce que tu veux automatiquement, on le fait manuellement. On a une conversation avec chaque agriculteur, on observe la culture, on voit où est-ce que ça peut être placé. Et après, on a un soutien digital. Puisque on a développé un outil digital pour pouvoir s'assurer que notre investissement et le leur se passent correctement. Donc sur l'outil digital, on va chercher à comparer nos parcelles de caméline et s'assurer que ça lève correctement au moment indiqué. On va contrôler les données comme le climat, s'assurer qu'il y a un petit peu d'eau au début. S'il n'y en a pas et qu'il y a possibilité d'irriguer, peut-être passer un petit coup d'eau histoire que ça lève. Et aussi, non négligeable, on a un outil certification. Puis que, comme je l'expliquais, on a un débouché avec une réglementation très développée et que nous avons beaucoup de spécifications et il faut savoir y répondre chacune. Donc on s'assure que chaque agriculteur peut vendre sur ce marché. Et donc ça en passe par justement calculer les valeurs carbone de cette culture additionnelle et s'assurer qu'elle répond bien à des valeurs réduites comparées à ce qu'on cherche à réduire comparé aux produits pétroliers. Voilà. Toi Rémi, comment vous envisagez de faire évoluer vos outils dans le futur pour qu'ils puissent répondre de mieux en mieux à ces problématiques? Oui, justement, l'idée c'est de continuer à évoluer, à faire évoluer l'outil pour qu'il puisse prendre en compte plus de situations particulières d'agriculteurs ainsi que plus de métriques agronomiques. On en parlait jusqu'où on peut aller sur un bilan humique, ce genre de choses, pour que ça soit encore plus automatisé et qu'on puisse prendre en compte tous les bénéfices d'une culture ou d'une autre. Et de la même manière, sur le cas spécifique des dérobés, on travaille sur un nouveau module qui va permettre de prendre en compte plus finement les dates de semis, de récolte, pour savoir exactement à quel moment on peut placer ou non ces dérobés. Là où aujourd'hui on est à l'échelle de la saison, là on va vraiment descendre plus précisément. Et le dernier point, travailler aussi sur la prise en compte du temps de travail, qui est une notion hyper importante pour que quand on propose des nouvelles cultures, des nouvelles pratiques, qu'on sache mesurer aussi l'impact pour l'agriculteur en temps de travail, parce que souvent on a tendance à ne pas compter ou très peu compter le temps de travail de l'agriculteur, et dans des systèmes qui se professionnalisent de plus en plus, eh bien, il faut le compter, et ça peut justement faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre sur une filière. Donc c'est justement notre travail, et de rendre la vie encore plus facile à ceux qui veulent passer le pas de changer et d'aller dans ces transitions pour une agriculture plus durable mais aussi plus rentable pour l'agriculteur. Et c'est pour ça qu'on sera toujours là pour traduire l'agronomie en euros pour l'agriculteur. C'est sûr que ça vient vraiment complémenter ce qu'on fait nous chez Regenerate, où déjà on s'appuie beaucoup sur l'expérience des agriculteurs, donc on anime une communauté et on invite chaque agriculteur testeur à partager ses résultats, ses bonnes pratiques, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et on essaye de construire un itinéraire qui soit le plus sécuritaire et qui engage le moins de travail pour chaque agriculteur. Ce qui m'amène sur peut-être un point suivant. Alice, quelles sont vos ambitions pour cette année? Combien d'agriculteurs vous voulez embarquer? Combien d'hectares? Donc cette année, 150 à 200 agriculteurs dans 6 pays d'Europe. Voilà, on cherche à l'année suivante produire 30 000 tonnes jusqu'à produire
250 000 tonnes en 2026. Donc on a des ambitions, on va dire, très développées. Et voilà, donc on compte sur tous les partenariats qu'on puisse former avec Milpa, avec des coopératives et des agriculteurs qui sont intéressés pour pouvoir les réaliser. Du coup, Olivier, comment on peut te convaincre d'augmenter tes surfaces pour aller chercher ces 250 000 hectares chez Milpa? De quoi vous auriez besoin pour faire plus de caméline? Ça dépend des zones, mais déjà peut-être d'eau. C'est vrai que ces semis d'été, ils sont pas forcément faciles à réussir, à sécuriser. On n'a pas de l'irrigation partout. Mais ce qu'il faut surtout, c'est, on en parlait ce matin, c'est d'avancer peut-être en filière où on aurait des engagements de la part de Regenerate. Et nous, on aurait une visibilité et une vraie intégration de la caméline à l'échelle de notre assolement. Et je pense que c'est là-dessus où on pourrait valoriser sous forme de vraie filière à la fois les agriculteurs Milpa et derrière vous sécuriser des volumes. Donc je pense que pour conclure, c'est peut-être la confiance. C'est ça qu'il nous faut. Alors pour l'eau, il y a quand même une solution qui est à explorer, qui est de semer dans les précédents pour pouvoir vraiment bien bénéficier des effets, de l'humidité du sol avant la moisson. Et après, pour la sécurité, je laisse peut-être Alice parler de nos conditions contractuelles avec les agriculteurs. Donc pour l'instant, pour les conditions des agriculteurs, donc nous offrons 500 € tonne et nous offrons les semences. Et donc voilà, on propose un contrat sur 1 an pour la première fois pour essayer. Et puis la deuxième année, on propose de signer un contrat multi-année. Et aussi nous sommes en train de réfléchir donc, avec Elise à une structure française où nous serions associés avec les agriculteurs pour redistribuer la valeur aussi avec les agriculteurs. Voilà, donc effectivement en parlant de confiance, on crée de la valeur et on veut qu'elle soit redistribuée. Est-ce que vous avez des questions ? Il faut quelle quantité de cameline pour faire 1 litre de carburant? On va parler en tonnes. Donc on est à 37% d'huile dans les meilleures conditions. Donc on va dire sur 1 tonne de caméline, on peut faire à peu près un tiers de tonne d'huile dans les meilleures conditions. C'est aussi possible de faire bien moins que ça. Donc soit en la pressant, soit avec des solvants chimiques, suivant la technique qui est utilisée. Voilà. Et pour faire voler un avion, il faut combien de litres de carburant? Alors, je vais laisser KLM répondre à cette question. J'essaye d'imaginer un petit peu ça dépend avec les ambitions de l'année prochaine, si on peut déjà faire voler 1 avion ou 2. Non, plusieurs. On va dire avec... ça dépend aussi d'où est-ce qu'il va, mais plutôt avec les ambitions de cette année, on ferait peut-être voler effectivement un avion en long courrier. Avec les ambitions de l'année prochaine, c'est beaucoup plus, oui. Merci à tous.